Johannes Kepler est un astronome allemand célèbre pour avoir étudié les travaux sur le système héliocentrique de Nicolas Copernic. En s'appuyant sur des observations astronomiques précises de son maître Tycho Brahe, en particulier pour le mouvement de la planète Mars, Kepler découvre les relations mathématiques qui régissent les mouvements des planètes autour du Soleil, perfectionnant ainsi le modèle héliocentrique. Ces résultats sont connus sous le nom de lois de Kepler et sont au nombre de 3. La première loi de Kepler est la loi des orbites. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre des planètes est une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. Pour pouvoir assimiler convenablement cette loi, il faut faire un point mathématique pour préciser ce qu'est une ellipse et ses caractéristiques principales. Le plus grand segment qui joint diamétralement deux points de l'ellipse en passant par le centre de l'ellipse est appelé le grand axe. Le plus petit segment qui joint diamétralement deux points de l'ellipse en passant par le centre de l'ellipse est appelé le petit axe. En général, la longueur du grand axe est notée 2a, en conséquence la longueur du demi-grand axe, moitié du grand axe, est égale à petit a. Une ellipse correspond à l'ensemble des points M dont la somme des distances à deux points fixes appelés les foyers est constante. Ces deux points fixes placés sur le grand axe sont notés f et f'. La première loi de Kepler indique tout d'abord que dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le référentiel du centre du Soleil, chaque planète se déplace sur une ellipse. La trajectoire d'une planète est une orbite elliptique par rapport au Soleil qui est placée à l'un des foyers de l'ellipse. Lorsque la planète atteint le point de l'orbite le plus proche du Soleil, lorsque la distance Soleil-planète est minimale, la planète est à son périhélie. Lorsque la planète atteint le point de l'orbite le plus éloigné du Soleil, lorsque la distance Soleil-planète est maximale, la planète est à son aphélie. La deuxième loi de Kepler précise que dans le référentiel héliocentrique, si l'on considère le segment qui relie le Soleil à la planète en orbite autour de lui, alors ce segment balaye des aires égales pendant des durées égales. Considérons le Soleil représenté par un point noté S placé au foyer d'une ellipse. Comme l'indique la première loi de Kepler, la planète se déplace sur cette orbite elliptique autour du Soleil et sera représentée par un point P mobile. Pour comprendre la deuxième loi de Kepler, il faut ensuite tracer le segment qui relie le Soleil à la planète. Le segment qui relie les points S et P est très souvent appelé le rayon vecteur. Imaginons tout d'abord que la planète soit positionnée sur son ellipse au point P1 à la date T1. Si l'on déclenche un chronomètre à la date T1 au moment où la planète passe par le point P1, au cours du temps, la planète avance sur sa trajectoire elliptique autour du Soleil. Le point P avance sur l'ellipse. On stoppe le chronomètre au bout d'une durée ΔT lorsque la planète passe par le point P2 à la date T2. La planète a donc effectué ce parcours sur l'ellipse pendant la durée ΔT, or comme une durée correspond à l'écart temporel entre deux dates, la durée ΔT est égale à T2 moins T1. Progressivement, la planète continue son avancée sur la trajectoire elliptique et arrive en un point P3 à la date T3. Si l'on déclenche le chronomètre à cette position, la planète continue son avancée tout autour du Soleil. On arrête le chronomètre de telle sorte que la durée soit égale à la précédente, c'est-à-dire ΔT. La planète passe alors au point P4 à la date T4, la durée ΔT est donc égale à T4 moins T3. Ces deux portions de l'ellipse ont été parcourues par la planète pendant la même durée ΔT. D'après la deuxième loi de Kepler, si le segment Soleil-planète balaye des zones pendant la même durée, par exemple ΔT, alors l'aire balayée de ces zones est la même. De même, d'après la deuxième loi de Kepler, si le segment Soleil-planète balaye des zones d'air égales, alors la durée de balayage de ces zones est la même. Dans cet exemple, pendant la même durée ΔT, la distance parcourue par la planète entre P1 et P2 est la distance L, alors que pendant la même durée ΔT, la planète a parcouru la distance L' entre P3 et P4, et il s'agit d'une distance plus petite que la distance L. Comme la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue par la planète divisée par la durée du parcours, alors en divisant la distance parcourue par la même durée ΔT, on obtient la vitesse moyenne de la planète sur chacune des portions de l'ellipse. Nous constatons que la vitesse moyenne est plus importante à gauche qu'à droite. La vitesse de la planète autour du Soleil n'est donc pas constante. La vitesse augmente lorsque la planète se rapproche du Soleil et diminue lorsqu'elle s'en éloigne. Par conséquent, la vitesse de la planète est maximale à son périhélie et à l'opposé, la vitesse de la planète est minimale à l'aphélie. La troisième loi de Kepler précise que la période de révolution grand T de la planète autour du Soleil élevée au carré est proportionnelle au cube du demi-grand axe petit a de sa trajectoire elliptique. T au carré est égal à k fois petit a au cube, c'est-à-dire t au carré divisé par a au cube est égal à k. On retiendra donc que le rapport de t au carré divisé par a au cube est une constante. Cette constante ne dépend que de l'astre attracteur, c'est-à-dire du Soleil dans le cas des planètes, et non pas des planètes elles-mêmes. La période de révolution grand T est la durée qu'il faut à la planète pour faire un tour complet sur son ellipse autour du Soleil. En général, on exprime les grandeurs dans les unités du système international, la période de révolution est exprimée en secondes et le demi-grand axe s'exprime en mètres. Si l'on représente la relation t au carré est égal à k fois au cube, qui est une relation linéaire,
Alors sur le graphique, on place tout d'abord la planète Terre dont la période de révolution autour du Soleil est de 365 jours environ, pour un demi-grand axe de 150 millions de kilomètres, soit une unité astronomique notée UA. Toutes les planètes du système solaire viennent s'aligner sur ce graphique. Pour trouver la valeur de la constante K, il faut diviser T au carré par A au cube, ce qui signifie que pour le système solaire, K est égal à T au carré divisé par A au cube pour la planète Mercure, puis pour la planète Vénus, puis pour la planète Terre, puis pour la planète Mars, et ainsi de suite pour chaque planète du système solaire. Dans le cas du système solaire, la constante K ne dépend que de la masse du Soleil. Elle vaut 4 pieds au carré divisé par le produit de G, la constante gravitationnelle, par la masse du Soleil. Les trois lois de Kepler peuvent être généralisées à n'importe quelle planète ou à n'importe quel satellite en orbite autour d'un astre attracteur. Nous démontrerons cette formule par la suite dans le cas des satellites terrestres. Pour aller plus loin, si l'on considère les 4 planètes les plus proches du Soleil, la planète Mercure a une orbite elliptique aplatie. L'orbite de la planète Vénus est quasiment un cercle. L'orbite de la planète Terre est quasiment circulaire, la planète Mars quant à elle décrit une ellipse aplatie. Dans le système solaire, les planètes Mercure et Mars décrivent des orbites elliptiques de faible excentricité, le foyer où est placé le Soleil étant légèrement décalé du centre de l'ellipse. La Terre et Vénus décrivent quasiment des cercles autour du Soleil. En 1687, Newton publie la loi de la gravitation universelle qui stipule que dans l'univers, tous les corps massifs s'attirent. Il y a donc attraction à distance entre deux corps qui ont une masse. Selon cette loi, si l'on considère deux corps A et B, sphériques ou ponctuels, alors ces corps s'attirent avec des forces de même valeur. La force d'attraction gravitationnelle en norme est égale au produit de la constante gravitationnelle grand G, de la masse du corps A et de la masse du corps B, le tout divisé par la distance DAB élevée au carré. Considérons un point M qui tourne autour d'un point O, centre de la trajectoire circulaire avec un mouvement uniforme, c'est-à-dire avec une valeur constante de la vitesse. Le repère de freinée, placé au point mobile M, est caractérisé par le vecteur tangentiel unitaire T, qui est perpendiculaire au vecteur normal orienté vers le centre de la trajectoire. Dans ce cas particulier, l'accélération du point M est uniquement suivant la normale orientée vers le centre du cercle. Le vecteur accélération A est égal à la composante de l'accélération normale AN suivant le vecteur unitaire normal N. Or, l'accélération normale dans le repère de freinée est égale au carré de la vitesse v divisé par le rayon grand R de la trajectoire circulaire. La composante tangentielle de l'accélération étant nulle, dans ce cas particulier, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle, et donc la vitesse est constante, le mouvement est donc bien uniforme. L'expression du vecteur accélération au point M dans le repère de freinée est donc la suivante, v au carré divisé par r, le tout suivant le vecteur unitaire n. Si l'on introduit le vecteur unitaire petit u collinéaire au vecteur unitaire normal n, mais de sens opposé, réciproquement le vecteur unitaire n est l'opposé du vecteur u. Finalement, le vecteur accélération est égal à moins v au carré divisé par grand R suivant le vecteur unitaire u. Nous allons à présent étudier le mouvement d'un satellite autour d'un astre attracteur, par exemple un satellite qui tourne autour de la Terre avec une trajectoire circulaire. On peut représenter la force gravitationnelle exercée par le centre attracteur O sur le satellite S, ainsi que le repère de freinée au point S. La vitesse est tangentielle en chaque point de la trajectoire. Le système étudié est le satellite de masse petit m, grand M étant la masse de la Terre ici. Pour pouvoir appliquer les lois de Newton, l'étude sera faite dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. Dans le cas général, on se placera dans un référentiel astrocentrique galiléen, c'est-à-dire le référentiel du centre de l'astre attracteur. Dans l'espace, on peut considérer qu'une seule force s'exerce sur le satellite, la force d'attraction gravitationnelle exercée par l'astre attracteur. D'après la deuxième loi de Newton, on peut écrire que la somme des forces extérieures est égale à une seule force, F de O sur S, qui est donc égale au produit de la masse par l'accélération du système étudié, ici le satellite. Or, comme nous l'avons vu précédemment, la force gravitationnelle est grand G fois petit m fois grand M divisé par d au carré. La masse petit m du satellite étant de chaque côté du signe égal, on peut donc la simplifier. Cette relation ne dépend donc plus de la masse du satellite. L'accélération du satellite est donc normale, elle n'a pas de composante tangentielle. Le vecteur accélération correspond à grand G fois grand M divisé par petit r au carré, le tout suivant le vecteur unitaire normal petit n. L'accélération a donc deux expressions différentes et par identification on obtient la relation suivante. En multipliant par le rayon petit r de chaque côté du signe égal, on obtient alors l'expression suivante. En prenant la racine carrée, on obtient alors la formule de la vitesse du satellite. V est égal à la racine carrée de grand G fois grand M divisé par petit r. Plus le satellite est proche de l'attracteur, ici la Terre, plus le rayon de la trajectoire est faible et plus la vitesse du satellite est grande. Lorsque le satellite effectue un tour complet pendant une période grand T sur une trajectoire circulaire autour de l'astre attracteur, il parcourt la distance 2 fois pi fois le rayon, c'est-à-dire la circonférence du cercle.
Comme la vitesse est une distance divisée par une durée, la vitesse du satellite est égale à 2πr divisé par t. En remaniant cette expression, on peut écrire que la période grand T est égale à 2πr divisé par la vitesse du satellite. Or, nous avons démontré précédemment que la vitesse du satellite était égale à la racine carrée de grand G fois grand M divisé par le rayon de la trajectoire, le tout sous la racine carrée. Pour faciliter les calculs, l'astuce est d'élever ces deux expressions au carré, ce qui donne les deux égalités suivantes. Il suffit ensuite de remplacer l'expression de v au carré dans l'expression de la période au carré. Comme on a une double division, le petit r qui est en bas passe en haut et il est multiplié par r au carré, ce qui donne r au cube. Finalement, en faisant passer r au cube de l'autre côté du signe égal, on retrouve l'expression de la troisième loi de Kepler démontrée dans le cas d'un satellite ayant un mouvement circulaire uniforme. Pour terminer cette vidéo, nous allons nous intéresser au cas des satellites géostationnaires. Ces satellites artificiels terrestres sont positionnés sur une orbite circulaire de rayon petit r. Le rayon de l'orbite du satellite est égal au rayon de la Terre, noté grand RT, auquel s'ajoute l'altitude du satellite, noté petit h. Le préfixe géo signifie la Terre et stationnaire veut dire fixe. Un satellite géostationnaire est donc un satellite artificiel qui tourne autour de la Terre mais qui a la particularité de toujours rester au-dessus du même point de la surface de la Terre. Un satellite géostationnaire doit avoir un mouvement circulaire uniforme. Dans le plan de l'équateur, la période de révolution du satellite doit être égale à la période de rotation de la Terre, soit 23h56 et 4 secondes, ce que l'on appelle le jour sidéral. L'altitude d'un satellite géostationnaire doit être de 36 000 km environ au-dessus de la surface terrestre.